Bonjour et bienvenue à ce télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Ce télésommet a pour objectif de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer la gestion qui soient rassembleuses, stimulantes, valorisantes, propices à l'amélioration continue et à l'innovation et qui permettent de résoudre des situations complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée, consultante en développement et transformation des organisations, coach et facilitatrice de groupes de co-développement professionnel et d'apprentissage dans l'action. Je suis aussi auteure du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, paru aux éditions JFD en 2016 et préfacé par Céline Bareil, professeure titulaire à HEC Montréal. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous faire découvrir un de nos invités du Télésommet 2017. Je vous souhaite un très bon visionnement. Aujourd'hui, il me fait plaisir d'accueillir M. Pierre Lenné. Pierre est maître d'enseignement en management à HEC Montréal, où il enseigne les habiletés politiques, le leadership organisationnel, la psychologie de la décision et le leadership du changement. Il a œuvré pendant 25 ans comme consultant, particulièrement en changement et en développement organisationnel. Il enseigne la consultation à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal, à l'Université McGill ainsi qu'à l'École nationale d'administration publique. Psychologue de formation, Pierre détient une maîtrise en administration des affaires et une certification de l'Association canadienne des conseillers en management. Durant ses études doctorales, il s'est intéressé à la typologie des jeux politiques dans les grandes organisations. Il est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Il a publié 7 ouvrages, dont un avec Mme Karine Pelletier, intitulé « Devenir une organisation apprenante, un apprentissage en 3 volets, individuel, en équipe et organisationnel », paru aux éditions JFD en 2016. C'est de cet ouvrage que nous allons parler aujourd'hui dans le cadre de cette entrevue de 20 à 30 minutes. Plus spécifiquement, nous échangerons sur ce qu'est une organisation qui apprend ainsi que ses avantages. Pierre nous en donnera des exemples concrets. Nous parlerons aussi de désapprentissage en contexte de transformation. Enfin, nous aborderons les défis que rencontre un dirigeant dans la mise en place d'une telle organisation et les qualités recherchées chez celui-ci pour y arriver. Bonjour Pierre et bienvenue à ce Télésommet 2017. Bonjour Marie, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir. Pierre, avant de commencer l'entrevue, est-ce que vous voudriez nous résumer rapidement votre parcours professionnel? Avec plaisir. Alors, avant de me consacrer à la carrière d'universitaire, j'ai travaillé comme consultant pendant très longtemps dans différents types d'organisations. Mon travail était essentiellement d'aider les organisations à changer. Donc, vous savez très bien, Marie, que c'est un défi important oui. auquel font face les organisations. Donc, j'ai fait ce travail et j'ai aussi eu le plaisir, dans le contexte de ce travail comme consultant, de donner des formations. Et c'est là où j'ai pris goût à l'enseignement. Donc, j'ai fait ça pendant longtemps. Et lorsque je me suis joint à HEC il y a 12 ans maintenant, j'ai retrouvé à HEC ce que j'aime faire, c'est-à-dire enseigner, partager des connaissances que j'ai pu acquises à travers mes expériences et surtout partager mon savoir qui, je l'espère, sont utiles à mes étudiants. Bien. Pierre, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'une organisation qui apprend, puis aussi quels en sont les avantages pour un dirigeant qui voudrait mettre en place une telle organisation? Vous posez une excellente question. Qu'est-ce qu'une organisation qui apprend? Pendant longtemps, les grands experts dans le domaine ne se sont pas entendus sur une définition précise de ce qu'était qu'une organisation qui apprend. Mais au cours de la dernière décennie, on a une idée un peu plus précise de ce qu'est une organisation qui apprend. Alors, une organisation qui apprend, si je pouvais résumer de façon très simple ce que c'est une organisation qui s'adapte. Donc, l'apprentissage chez l'être humain permet l'adaptation. Donc, quand on apprend en grandissant, on apprend essentiellement à s'adapter aux exigences de notre environnement, aux contraintes que notre environnement nous impose. Alors, une organisation qui apprend, c'est la même chose. Donc, c'est une organisation qui apprend quoi? Eh bien, qui apprend premièrement à lire son contexte.
Mm. Une organisation qui apprend à détecter et à décoder les signaux qui lui proviennent de son environnement. Donc, une organisation qui apprend, c'est une organisation qui fait preuve de vigilance dans les facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'avoir un impact sur son évolution. Donc, une organisation qui apprend, donc c'est une organisation qui est vigilante, qui lit son environnement externe, mais également qui va poser les actions pour qu'elle puisse, de l'interne, s'adapter à son contexte environnemental, à son contexte, au contexte dans lequel elle évolue. Donc, de façon très simple, une organisation qui apprend, c'est une organisation qui sait faire deux choses. Elle sait lire son environnement, elle sait décoder les signaux qui lui proviennent de son environnement, puis également, elle sait poser les actions qui vont lui permettre de bien s'adapter à son environnement externe. Alors, vous avez compris que les avantages qu'a un dirigeant de mettre en place ce type d'organisation, eh bien, c'est une organisation qui sera en mesure de bien répondre aux besoins de ses clients, par exemple, parce qu'on a su lire dans l'environnement les tendances émergentes chez les consommateurs, par exemple, si on est dans une entreprise qui, mettons, à marché des produits ou des services, par exemple. C'est une organisation qui aura su lire également l'évolution de la concurrence et d'être capable de poser les actions qui vont lui permettre de bien se positionner par rapport à ses concurrents. C'est une organisation qui va anticiper aussi les menaces qui sont susceptibles d'émerger éventuellement dans son environnement. Des menaces sur lesquelles les organisations n'ont souvent pas de contrôle. Par exemple, les cycles économiques qui lui sont moins favorables, par exemple, ou l'émergence de nouvelles technologies qui pourraient rendre notre technologie dans l'entreprise un peu plus désuète. Donc, c'est une organisation qui peut tirer de grands avantages à devenir apprenante parce que elle va se donner les moyens de s'ajuster à son environnement externe et de prendre des actions pour qu'elle puisse ensuite faire face à ces opportunités qui se présentent à elle dans son environnement, mais également de prendre des actions qui vont lui permettre de contrer ces menaces. Et ultimement, une organisation qui apprend, c'est une organisation qui devient pratiquement excellente dans son environnement. Elle vise l'excellence et cette excellence est possible dans la mesure où l'organisation se donne les moyens de devenir apprenante. Est-ce que vous auriez des exemples d'organisations qui apprennent? Ah ben oui, écoutez, les exemples sont classiques dans la littérature sur les organisations apprenantes. On pense par exemple au Google de ce monde, hein, aux entreprises de la haute technologie, au Apple par exemple, qui ont mis en place des mécanismes pour être extrêmement à l'affût de ces facteurs environnementaux qui peuvent avoir un impact sur leur évolution et qui ont su aussi prendre les bonnes actions pour se positionner avantageusement par rapport à leur environnement externe. On pense aux entreprises également dans le domaine de la créativité. Hein. Par exemple, on pense aux entreprises qui innovent, comme par exemple Ubisoft dans le jeu vidéo. Les entreprises qui œuvrent dans les jeux vidéo sont généralement très apprenantes. On pense également aux organisations qui œuvrent dans un domaine un peu plus artistique. On pense par exemple au Cirque du Soleil, qui est une entreprise québécoise dont on est très fier, par exemple. Et également, ce qui étonne beaucoup de gens, l'armée. L'armée canadienne est une organisation qui apprend, qui a mis en place les mécanismes institutionnels pour apprendre de ses missions à l'étranger, par exemple. Alors, plusieurs personnes s'étonnent d'apprendre justement que l'armée est une organisation apprenante, mais on a de très, très bons exemples des actions que posent les gens dans l'armée pour devenir apprenantes. Donc, les organisations qui veulent devenir apprenantes peuvent être de tout type. On peut être dans le domaine de la haute technologie, on peut être dans le domaine artistique, mais on peut aussi être dans le domaine manufacturier. On peut, quelle que soit la nature de nos activités, devenir apprenante. Dans nos temps, finalement, qu'on s'adapte à notre environnement, puis qu'on progresse en fonction de ces changements. Exactement. Vous avez très bien résumé ce que c'est. Hein. C'est essentiellement la faculté qu'a l'organisation à s'adapter à son environnement. Et quels sont les plus grands défis que rencontrent les dirigeants qui souhaitent créer et réaliser une organisation qui apprend comme ça? Ah, c'est une bonne question. Écoutez, il y a deux grands défis importants. Le premier défi, c'est le dirigeant lui-même. C'est dans sa façon de percevoir l'apprentissage et c'est son degré d'engagement
face à ce que son organisation devienne apprenante. Je dirais que c'est là le premier défi. Beaucoup de personnes parlent de l'apprentissage. Oui, l'apprentissage, il faut apprendre, c'est important. On parle d'apprentissage continu, et ainsi de suite. Mais de passer de la parole aux actes, souvent, il y a un écart très, très vaste. Donc, le premier défi, c'est pour le dirigeant de prendre conscience que devenir apprenant, ça suppose, ça implique de changer nos propres paradigmes de ce que ça veut signifier de devenir une organisation apprenante. Donc, il y a un premier changement au niveau des paradigmes et des attitudes des dirigeants. Une fois que ce changement est en place, une fois que le dirigeant a compris ce que c'est qu'une organisation apprenante et les actions qu'on doit prendre, qu'on doit poser pour devenir apprenant, le deuxième grand défi se situe au niveau de l'organisation. Alors, au niveau de l'organisation, il y a trois grandes actions qui doivent être posées pour que l'organisation devienne apprenante. Donc là, évidemment, je vous parle d'une organisation qui, idéalement, aurait tous ces leviers. Une organisation dans laquelle on pourrait agir sur ces trois leviers. Ce n'est pas toujours possible d'agir sur ces trois leviers, mais allons-y vers le portrait idéal. Le premier levier sur lequel les dirigeants doivent agir, c'est le levier de la culture de l'organisation. Devenir apprenant suppose un changement de culture dans l'organisation. Un changement de culture au niveau de la façon dont on perçoit les erreurs, par exemple. Parce que dans les organisations qui apprennent, on permet l'erreur. L'erreur est une opportunité d'apprentissage. Dans bien des organisations, aujourd'hui, faire une erreur, c'est quelque chose qu'on doit absolument éviter. Hein. Les erreurs sont vues comme étant des catastrophes, comme des situations qu'on doit absolument éviter à tout prix. Alors que dans les organisations apprenantes, les erreurs sont vues comme des opportunités d'apprentissage. Donc, un changement de culture au niveau de comment on perçoit les erreurs, comment on perçoit aussi le travail collaboratif. Parce que dans les organisations apprenantes, ce qu'on constate, c'est qu'on valorise beaucoup le travail collaboratif. Dans votre introduction, vous parliez du co-développement. Eh bien, dans les organisations apprenantes, le co-développement, c'est une pratique courante. Mais on voit que dans le co-développement, il y a des pratiques qu'on doit valoriser, qu'on doit mettre en place et qui doivent être appuyées aussi par la haute direction. Mm-hmm. Non seulement on doit voir les erreurs comme étant des opportunités d'apprentissage, mais on doit aussi valoriser le travail collaboratif. On doit aussi valoriser le développement des personnes. Donc, les activités de formation, les activités de développement personnel et professionnel sont très, très, très valorisées. Et cela signifie donc qu'on va investir des sommes d'argent dans ce type d'activité de développement personnel et collectif. Mm-hmm. Au niveau maintenant structurel, donc il y a la culture, il y a la structure. Donc, dans les organisations apprenantes, on a essayé le plus possible d'éliminer ce qu'on appelle la différenciation verticale, c'est-à-dire le nombre de niveaux qu'on peut retrouver dans l'organisation. Donc, on essaie d'aplanir, quand on le peut bien sûr, les niveaux, justement pour permettre cette collaboration transversale. Donc, les organisations apprenantes, ce sont des organisations qui essaient d'aplanir les structures, justement pour favoriser cette transversalité, cette interdisciplinarité également entre les départements et les unités. Donc, ça suppose un changement de structure. Donc, on essaie d'éliminer les niveaux, de les regrouper, justement pour permettre cet apprentissage collaboratif. Et il y a enfin les processus. Donc, on doit agir sur la culture, la structure, mais aussi les processus. Les processus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les activités dans lesquelles les gens se mobilisent. Donc, des processus apprenants, ce sont des processus qui permettent justement de prendre du recul par rapport aux activités qui ont été réalisées, de se questionner sur nos résultats. Les résultats qu'on a obtenus, s'ils étaient bons, pourquoi ils étaient bons? Quels sont les moyens que nous avons pris pour arriver à ces bons résultats? Déjà là, on a un apprentissage qui peut se faire. Mais également, si les résultats ne sont pas ceux souhaités, comment ça s'explique? Quels sont les apprentissages qu'on peut faire ici? Évidemment, cette réflexion ne se fait pas dans le but d'identifier qui blâmer ou qui est à l'origine de l'erreur. C'est plutôt de voir comment on pourrait faire différemment dans l'avenir. Donc, agir sur des processus, de rendre les processus plus flexibles, de permettre l'innovation aussi dans les processus. Combien souvent on voit dans les organisations des processus qui sont quand même assez figés, assez linéaires, des activités séquentielles qui peuvent être nécessaires, ça je le dément pas, mais de rendre ces processus plus flexibles, de permettre l'innovation. Par exemple, de permettre à quelqu'un de dire, ben moi, on fait nos activités de cette façon, mais je pense qu'on pourrait les faire autrement pour voir comment on pourrait être plus performant là-dedans. Donc, d'être ouvert aux
idées et aux opportunités d'innovation que les gens voudraient mettre en place. Je pense aussi que c'est un défi important que les dirigeants rencontrent dans la mise en place des organisations apprenantes. Donc, en résumé, si on veut devenir apprenant, il faut être prêt à agir sur la structure, la culture et les processus avec tout ce que ça implique pour les dirigeants. OK. Et donc, j'imagine que, que d'agir à ces trois niveaux-là fait appel à l'ensemble des acteurs de l'organisation. Là, on parle vraiment d'engager tout le monde dans le processus, là. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le titre de l'ouvrage que Karine et moi avons écrit, c'est un apprentissage en 3 volets, individuel, en équipe et organisationnel. Vous avez tout à fait raison. Donc, l'apprentissage organisationnel, ça ne vient pas seulement d'en haut, ça vient de partout dans l'organisation. Mais l'impulsion, cependant, doit être donnée par le dirigeant. C'est le dirigeant qui va donner l'impulsion pour qu'on devienne apprenant. Même si les gens à la base souhaitent devenir apprenants, s'ils n'ont pas l'appui de la direction, si la direction ne met pas en place les ressources pour permettre aux gens de devenir apprenants, n'investit pas des sommes requises pour permettre le développement personnel et professionnel, malheureusement, l'organisation ne deviendra pas apprenante comme elle pourrait le devenir. Ils n'auront pas le système écologique pour grandir, d'une certaine façon, là. Absolument. Et on parle dans l'organisation apprenante du concept beaucoup de désapprentissage. Est-ce que vous pourriez nous en parler? C'est un concept très, très vaste. C'est un concept intéressant que vous soulevez. C'est que, bon, l'être humain, on cherche la stabilité. On aime la prévisibilité des choses. On aime arriver le matin au travail et sentir que, bon, notre environnement n'a pas trop changé. On n'aime pas la turbulence parce que la turbulence est source d'incertitude et l'incertitude peut être anxiogène pour bien des personnes. Donc, on cherche la prévisibilité, la stabilité et on a donc instauré dans nos milieux de travail des routines qu'on ne remet pas en question, qui se sont installées au fil du temps à travers notre désir et notre soif de stabilité et de continuité. On a des comportements qu'on ne remet pas en cause, qu'on répète régulièrement sans se questionner sur la pertinence de ce comportement, sur son impact sur l'efficacité de l'organisation. Donc, on est entré dans des schèmes de comportement récurrents, réguliers, constants, et qui ont cristallisé un peu nos attitudes. Dans nos attitudes, c'est-à-dire ce qu'on comprend de notre environnement, ce que ça suscite chez nous comme sentiment, comme bien-être, et ça se reflète dans nos comportements. Désapprendre, essentiellement, ça signifie tasser tout ça. Donc, de remettre en question nos routines, de remettre en question nos attitudes également. Et donc, si on remet en question nos attitudes, ça signifie qu'on doit remettre en question ce qu'on connaît de notre environnement, notre façon de percevoir notre environnement et de le décoder également. C'est l'art de se poser les bonnes questions. C'est l'art de se poser la question, la tâche que je fais là actuellement, est-ce qu'elle est à valeur ajoutée autant qu'elle pourrait l'être? Les moyens que je prends pour réaliser mes tâches, est-ce que ce sont des moyens qui sont optimaux? Est-ce que ce sont les moyens les plus efficients possibles? Est-ce que je pourrais faire autrement? Quelles sont les autres approches que je pourrais utiliser pour rendre mon travail plus efficient? Donc, c'est essentiellement s'interroger sur les aspects plutôt cognitifs de notre attitude. C'est ce qu'on vise à changer quand on veut désapprendre. Donc, on doit remettre en question nos connaissances, ce qu'on connaît actuellement, pour voir si nos connaissances sont toujours les mieux adaptées au contexte dans lequel on évolue. Le deuxième élément qu'on doit changer si on veut désapprendre, c'est la composante affective de notre attitude, c'est-à-dire le sentiment de bien-être que je dois remettre en question. Parce que la prévisibilité des choses, la stabilité, c'est réconfortant pour bien des gens. Tenir sur nos pratiques et de se dire, là, ce que je fais là, moi, peut-être que je devrais le faire autrement, mais ça devient insécurisant pour bien des personnes. Et ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de déstabilisation qu'on peut ressentir, mais ça peut bloquer beaucoup l'apprentissage parce que ça suppose qu'on doit remettre des choses en question et des fois, qu'on doit se remettre en question aussi. Et ça, se remettre en question, c'est de remettre en question notre estime de nous-mêmes aussi, là. Donc, ça peut être déstabilisant, mais désapprendre, c'est ce que ça suppose. Vous aviez, dans votre introduction, mentionné que vous avez fait la gestion du changement, du développement organisationnel. Vous avez vous-même été à même de constater que quand les gens sont confrontés à de nouvelles approches, de nouvelles façons de faire, ils sont insécurisés parce qu'ils se questionnent, ils se disent, est-ce que je vais être performant dans mon travail? Comment mes collègues vont-ils me percevoir? Et si je ne suis pas bon à faire cette nouvelle tâche, comment moi je vais me percevoir moi-même? Donc,
la composante affective de l'attitude est une composante difficile à changer, mais qui doit être changée si on veut désapprendre. Et ensuite, la troisième composante de l'attitude sur laquelle on doit travailler, c'est le comportement. Donc, il faut qu'un changement au niveau cognitif et affectif se reflète dans le comportement. Donc, il faut donc que la personne adopte de nouvelles approches dans ses tâches, dans ses façons de faire, pour que l'apprentissage se cristallise. J'ai été moi-même capable de constater dans les organisations dans lesquelles je faisais de la consultation, les gens savaient ce qu'ils faisaient n'était pas bon. Donc, au niveau cognitif, ils le savaient, que les tâches qu'ils réalisaient n'étaient pas des tâches à valeur ajoutée. Deuxièmement, les gens savaient qu'ils étaient appelés à changer et ils avaient plutôt une attitude d'ouverture et une attitude positive par rapport à cette éventualité. Sauf que dans leur comportement, c'était pas possible parce que la direction, les dirigeants ne voyaient pas ce changement de comportement comme étant quelque chose de positif et d'utile pour l'organisation. Ces comportements n'étaient pas valorisés par la culture de l'organisation. Alors, on voit à quel point ici, désapprendre implique non seulement l'individu, mais l'organisation dans son ensemble. Et là, ça rejoint beaucoup le concept d'exemplarité de la haute direction, puis de ce qu'elle va valoriser, ce qu'elle va contrôler. Ça va faire en sorte que c'est le message que les gens vont entendre de ce qu'ils doivent adopter comme comportement. Ah, vous avez absolument raison. Cette notion d'exemplarité, elle est fondamentale parce que, vous le savez très bien, il y a des recherches qui ont été réalisées et on s'en doutait bien sûr, mais des recherches ont confirmé qu'entre ce que le dirigeant fait et ce qu'il dit, les gens vont accorder beaucoup plus de crédibilité à ses actions qu'à ses paroles. Alors, les dirigeants qui souhaitent mettre en place une organisation apprenante, eux aussi peuvent être apprenants. Eux aussi doivent avoir le courage de dire, bon, moi, peut-être comme dirigeant, je n'ai pas posé les bonnes actions, peut-être que d'autres actions que j'aurais dû poser, qui auraient été à valeur ajoutée pour l'organisation, et ça suppose que je doive repenser mes façons de faire de la gestion, que je dois être en mesure de confronter le sentiment d'insécurité que ça suscite chez moi et que ce changement d'attitude se reflète dans mes comportements comme dirigeant. Donc, ça suppose que nos dirigeants également doivent être interpellés là, sur ce changement attitudinal. Ça, dans le fond, ça nous amène aussi à la dernière question que j'avais préparée. Je me demandais quelles sont les qualités qui sont recherchées chez les dirigeants pour qu'ils soient en mesure de mettre en place une telle organisation. Eh bien, j'en vois quatre. Et moi, bon, quand je dis j'en vois quatre, c'est basé sur les auteurs que nous avons consultés, Karine et moi, dans les rédactions de l'ouvrage. Et nous avons la chance d'ailleurs d'avoir des experts dans le domaine de l'organisation apprenante au Québec et en France aussi. Je pense à M. Lebotev, qui est une sommité dans le domaine, et plusieurs autres d'ailleurs. Dans les lectures que j'ai faites, j'ai pu dégager quatre qualités fondamentales qu'on pourrait rechercher chez nos dirigeants d'organisations apprenantes. La première qualité, c'est l'ouverture. L'ouverture à changer, à se changer soi-même et l'ouverture à changer l'organisation. Encore une fois, cette stabilité dans laquelle on est bien, les routines qui se sont cristallisées dans nos pratiques doivent aussi quelquefois être remises en question. Donc, faire preuve d'ouverture, ouverture aux idées des autres, ouverture aux idées qui viennent aussi de la base. On parle de l'organigramme très souvent, mais la base, les gens qui travaillent à la base de l'organisation ont souvent de très bonnes idées pour améliorer les façons de faire, remettre en question nos façons de procéder. Donc, l'ouverture aux idées, quelles qu'elles soient, même les idées qui semblent être les plus farfelues, je pense que c'est une première qualité, donc ouverture. La deuxième qualité, c'est la prise de risque. Donc, la propension au risque chez l'être humain est très variable d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec le risque, vont prendre des risques et vont vivre avec les conséquences, alors que d'autres personnes ont une propension beaucoup plus faible au risque. C'est une dimension de la personnalité. Et puis, les gens qui ont une bonne ouverture au risque, je pense que dans une organisation apprenante, ça devient un atout. Parce que devenir apprenant, ça signifie prendre des risques. Prendre des risques de faire des choses qu'on n'a jamais faites, de tester des choses, de dire des choses qu'on n'aurait jamais osé dire et d'entendre ensuite ce que les gens auront à exprimer suite à ces paroles. Donc, c'est la prise de risque. Donc, les gens qui détestent le risque, qui préfèrent la stabilité, la prévisibilité, bien, dans une organisation apprenante, peut-être que ces personnes sont désavantagées. Donc, la prise de risque. La troisième qualité, c'est l'humilité.
l'humilité de dire, ben, je me suis trompé. Comme dirigeant, ben, j'ai pris la mauvaise décision, mais qu'est-ce que j'ai appris de ça? D'être capable également de reconnaître nos erreurs, mais aussi d'en dégager des apprentissages. Il y a des gens, malheureusement, qui connaissent tout, qui n'ont jamais fait d'erreur, hein, et ils en sont d'ailleurs eux-mêmes en sont convaincus. Je pense que c'est l'exception. Je pense que tout le monde fait des erreurs. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître, mais l'humilité aussi de dire, voici ce que j'ai appris de ça. Et cette humilité de le dire à tout le monde aussi, là. On gagne en crédibilité. Parce que si on fait une erreur et qu'on essaie de la dissimuler ou de ne pas la reconnaître, ou pire, de blâmer d'autres personnes pour des erreurs que nous-mêmes on a faites, bien là, c'est notre crédibilité qui vient d'être complètement anéantie ici. Donc, de reconnaître nos erreurs, mais de reconnaître aussi ce qu'on a appris de nos erreurs, je pense que c'est une qualité. Et enfin, la dernière qualité, non la moindre, c'est cette capacité de travailler de façon collaborative, travailler en équipe. Beaucoup de dirigeants veulent travailler en équipe, mais n'ont pas mis en place les moyens pour y arriver. Le travail d'équipe est fondamental dans les organisations apprenantes. C'est ce qui permet de faire émerger la synergie entre les gens et je pense que c'est une qualité fondamentale. Donc, les gens qui travaillent en équipe, qui apprécient le travail d'équipe, sont des gens qui pourront plus facilement, je pense, mettre en place des organisations qui apprennent. Parce que travailler en équipe, ça suppose de l'ouverture aux autres idées, aux autres façons de voir. Ça suppose aussi de prendre des risques, par exemple, de dire à quelqu'un, oui, je permets que tu fasses ça. On va voir ce que ça va donner. On va évaluer les conséquences. Donc, ces 4 qualités que sont l'humilité, l'ouverture, la prise de risque et la capacité de travailler de façon collaborative, je pense que ce sont les 4 qualités qui, pour moi, sont les plus importantes chez les dirigeants d'organisations apprenantes. C'est très intéressant. En fait, le concept d'organisation apprenante existe depuis longtemps, mais on se rend compte que c'est encore très, très pertinent pour nos organisations qui aujourd'hui doivent s'adapter aux changements continuels et perpétuels. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, les organisations n'ont plus le choix que de devenir apprenantes. On en a parlé beaucoup depuis le livre de Peter Senge dans les années 80 sur les 5 disciplines. Ça fait beaucoup parlé. On en parlait beaucoup. Les organisations n'étaient pas encore passées à l'action, mais là, on sent que plusieurs organisations sont en train de réfléchir et plusieurs d'entre elles mettent en application les principes de l'organisation apprenante. Nos organisations n'ont plus le choix parce que l'environnement est de plus en plus turbulent, imprévisible, et on doit s'adapter de plus en plus rapidement aux turbulences de notre contexte. Donc, nos organisations n'ont plus le choix que de devenir apprenantes. C'est tout à fait en lien, en tout cas, avec le sujet de notre télésommet, hein, sur réinventer la gestion. Pierre, le temps dans notre entrevue est malheureusement écoulé, mais vraiment, merci beaucoup pour votre participation. C'est vraiment intéressant, puis je pense que on vous écouterait encore beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'avenir pour les organisations apprenantes. Vraiment, merci. Je le crois également et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à votre activité. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutaient et qui souhaitaient en connaître davantage sur le sujet, sur le courriel d'invitation que je vous ai envoyé pour participer à cette entrevue, je vous ai mis un lien avec le livre de Pierre et de Karine. De plus, Pierre vous propose un concours, en fait, dans le cadre duquel il va faire tirer 2 exemplaires dédicacés de son livre aux personnes qui vont lui envoyer un courriel pendant la période du télésommet. Merci beaucoup, Pierre. C'est très gentil de faire ça pour nos participants. Ça me fait vraiment plaisir. Pour tout le monde, en fait, pour demeurer informé de nos activités, pour échanger, partager nos découvertes dans le cadre du télésommet, je vous invite à aimer notre page Facebook et à joindre notre groupe Facebook Réinventer la gestion, Télésommet 2017. Nous allons pouvoir échanger sur les différentes entrevues que vous visionnez. Et Pierre, bien entendu, au moment où votre entrevue sera diffusée ou de toute façon, à tout moment dans le cadre du télésommet, si vous avez envie de participer aux échanges dans le groupe Facebook, vous êtes le bienvenu.
Alors, sinon, je vous invite aussi, les participants, à prendre connaissance quotidiennement de vos courriels. Comme ça, vous allez demeurer informés des entrevues à venir. Je vous remercie tous pour l'intérêt porté à cette entrevue et aussi pour le télésommet, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. En souhaitant vous retrouver dans le cadre de futures entrevues, Marie Côté, fondatrice de la gestion réinventée et auteure. Au revoir. Merci à tous. Merci Pierre. Merci.